Bonsoir, c'est la deuxième partie d'Angle Mort. Donc, on attaque directement. Et sinon, on a vu des images d'une manifestation des militants sahraouis devant le Parlement européen. Une délégation du militant du Polisario ont été reçus par des responsables de l'Union européenne. Un mot sur cette manifestation qui arrive dans une période où un petit peu les positions sont clarifiées par rapport à cette cause. Bon, la cause sahraoui, elle est soutenue par beaucoup de pays européens, par notamment la société civile. C'est pas nouveau. C'est le changement de position de la France et l'entêtement de ses dirigeants pour influencer le reste de l'Union européenne, pour reconnaître la marocanité Du du Sahara. Sahara occidental qui a un peu bouleversé les choses. Mais sinon, depuis des décennies, l'Europe soutient l'autodétermination du peuple sahraoui. Et ça, ce rassemblement, cet accueil des militants sahraouis, je pense que c'est une gifle pour les positions françaises. Donc, je suis content pour les militants sahraouis. Ça a été une réussite totale. Surtout l'accueil et le soutien de beaucoup de personnalités européennes à la cause sahraoui. Ça, c'est quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. Maintenant, il y a des gens qui sont carrément dressés contre les positions françaises et en soutien à la cause sahraoui. Donc tu parlais en fait, c'est pas un changement de la position française, c'est la confirmation un petit peu du cynisme français concernant cette position, cette cause, n'est-ce pas, Karim? Ma lecture, c'est que ces derniers temps, la question sahraoui reprend le dessus quelque part au niveau de l'actualité internationale. C'est une cause juste et la société civile, notamment européenne, l'a fortement compris, elle l'a exprimé. Notamment en Espagne. Notamment en Espagne, il y a la société civile qui est très forte là-bas et qui a toujours montré sa sympathie envers le peuple sahraoui. En fait, ce que je voulais te rajouter comme information, c'est que ces derniers temps, exactement le 13 avril dernier, il y avait un article qui avait fait un effet bombe, l'article du Washington Post. Oui, j'allais justement poser la question par rapport à ça. Washington Post, qui fait référence aux États-Unis, c'est une voie autorisée. L'article donnait une fausse information selon laquelle il y aurait une cohésion, une action commune entre le Polisario et l'Iran. D'accord ? C'était un article orienté afin d'influer un petit peu sur les positions des uns et des autres et de les amener à opter pour la solution, la fameuse solution marocaine. D'accord. Quelques jours après, le professionnalisme de l'équipe du Washington Post a pris le dessus. Ils ont fait un démenti, ils ont fait des précisions, ils ont publié des précisions, démentis pour dire que l'information donnée était une fausse information donnée par un journaliste qui a essayé de manipuler l'opinion internationale. Le fameux journaliste a été sanctionné, bien entendu. Il aurait été soudoyé par le Marzen. Et le Washington Post, justice oblige, dans le correctif qu'il a publié, il a qualifié le Front Polisario de mouvement qui lutte pour son indépendance, pour sa liberté. Ça, je tenais à le souligner. Maintenant, par rapport à cette manifestation, ça veut dire que là, les Sahraouis ont compris que la France, qui continue dans sa trahison, je souligne le propos, dans sa trahison de cette cause juste, la France qui chante les valeurs de liberté, de droit, les valeurs humaines, là, la France est en train d'essayer d'user de son influence au niveau de l'Union européenne afin d'épouser la logique marocaine. Et là, les Sahraouis l'ont compris, beaucoup de pays l'ont compris, et certains se démarquent et se démarqueront de la position française.
Et à cela, on rajoute les déclarations du conseiller du président américain qui a clarifié les choses, qui a été beaucoup plus tranchant, en mentionnant, en relevant, il faut aussi lire les sous-entendus, qu'il prône la solution onusienne. Donc, la question sera effectivement, il y a l'accélération d'un processus ces derniers temps, afin d'amener cette question sur la table du Conseil de sécurité, et pas comme on a essayé de le faire croire. La propagande du Marzen, aidée par certains, notamment la partie française, a essayé de vendre l'hypothèse que les Américains seraient franchement pour le Maroc, ce qui est totalement faux. Le Washington Post l'affirme, et le conseiller du président Trump explique sans faire dans les allusions, qu'effectivement la question sera posée au niveau du Conseil de sécurité, et ce sont les Sahraouis eux-mêmes qui vont décider de leur sort. Donc c'est un cadre qu'on va leur organiser. Donc en conformité avec les décisions de l'ONU. C'est ça la nouveauté. L'autodétermination, c'est ça. C'est aux Sahraouis De décider de leur avenir. De décider, et c'est l'idée qui est en train aujourd'hui d'être totalement acquise, contrairement à la propagande qu'essaie de répandre le Marzen. Yassine, indépendamment de la position des uns et des autres par rapport à la cause sahraoui, est-ce que l'Union européenne gagnerait à soutenir la position marocaine? Non, d'abord tu as la Cour Parce de que justice. je démarre pourquoi je pose la question. Ça veut dire, si la France, sûrement on va essayer un petit peu de traîner d'autres pays européens derrière sa position, mais compte tenu des relations entre l'Algérie notamment et certains pays européens, constituent que des pays européens allaient soutenir cette position. Indépendamment de leur relation avec l'Algérie, il y a une décision de la Cour de justice européenne pour empêcher l'exploitation des ressources et des richesses du peuple sahraoui. C'est déjà la Cour de justice européenne qui parle de l'illégalité de l'exploitation. C'est déjà ça. Et les pays de l'Union européenne sont tenus d'appliquer ces décisions. Et puis, la France, on connaît. Récemment, au courant de la semaine, la France n'a pas eu le courage d'affronter les Sahraouis directement. Au lieu d'ouvrir une représentation à Laayoune, elle délègue une entreprise commerciale. C'est-à-dire TLS dit تعمر الشكارة اللي هنا في الجزائر ومن بعد الخير نتاعنا c'est quoi? C'est s'implanter sur les territoires occupés du Sahara occidental. Effectivement. Donc c'est un peu le jeu brouille de la France qui est en train de compliquer les choses. Mais tout ça, ça ne peut pas durer. La France, économiquement, elle est à genoux. C'est un gouvernement instable, une dette colossale, des agences de notation américaines maintenant qui commencent à refuser de noter la dette française. Donc, s'il continue comme ça, c'est l'écroulement de ce pays. Donc, c'est pas Rotailleux ou la Guérou qui vont changer le cours de l'histoire. C'est un pays qui va droit au mur à cause de sa dette, à cause de sa gestion des fonds publics, à cause de ses budgets qui sont pratiquement un gâchis pour la finance du pays. Et donc, c'est un pays qui va se renfermer sur lui pour au moins 2 décennies. On oublie la France qu'on connaissait. Ils sont même plus capables de s'imposer dans leurs anciennes colonies, c'est-à-dire qui ont été occupées par la France pendant des siècles. Donc, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire dans une autre colonie qui a été occupée par l'Espagne? Donc, soutenir comme ça aveuglément le Maroc ne mène à rien. Yassine, tu as évoqué l'affaire de l'installation officielle de TLS Contact. Moi, j'y vois, par contre,
un recul sur la position annoncée par Macron de soutien. Parce que si c'était vraiment une position tranchée de la France, ils auraient quand même installé un consulat ou une ambassade. Donc choisir une entreprise commerciale qui va faire un petit peu qui va jouer le rôle d'un consulat, je pense que c'est un recul sur la position française ou, comme tu l'as dit, c'est le manque de courage d'y aller directement installer une Ah, représentation diplomatique. tu installes une représentation, il faut que tu prépares la facture. Ça se paye tout ça. Exact. Aller frontalement contre la volonté onusienne, contre la Cour de justice européenne, espérer passer tout ça sous silence, non. C'est impossible. Donc, comme c'est des calculateurs, les Français, ils ont préféré impliquer une entreprise commerciale et dire c'est pas l'État français qui est présent sur les territoires sahraouis. C'est ça. C'est une fuite en avant, c'est une fuite en avant. Si j'ose dire, la France a sous-traité le mal, d'accord. Ils n'ont pas eu le courage ni l'audace d'aller directement sur le terrain. Donc ils ont sous-traité l'affaire via TLS, d'accord. Donc je pense... C'est pas un manque de conviction, c'est pas la fragilité de la position. Non, c'est pas un Donc, recul. donc vous ne pensez pas avec une pression, la France pourrait reculer sur cette décision? Moi, je parle de la France et de Macron, hein, parce que moi, je considère que Macron perd quelque peu la main sur son pays et la France perd pied en Afrique, d'accord. Oui, oui. Perd totalement pied en Afrique et même la francophonie, elle est remise en cause, elle est abandonnée et jamais autant de recul, jamais une telle somme d'échecs n'aurait été retenue contre un président français, d'accord. Absolument. Le président qui perd totalement la main et qui s'inscrit dans un agenda européen, purement européen, et qui cède la France à l'extrême droite. Donc, il y a eu des compromis non déclarés entre l'extrême droite et le président français. Lui qui se projette sur l'Europe, la devise est européenne, alors que la France perd de toute son influence en Europe, elle perd de sa présence, de son influence en Afrique, elle a perdu l'Afrique, elle a économiquement totalement affaibli, elle perd de l'influence en Europe également. Et rappelée à l'ordre, réduite à néant par des déclarations de Trump, d'accord, elle est exclue de tous les calculs qui engagent le monde. Donc là, la France se cherche une nouvelle cible, d'autres échappatoires pour essayer de capter l'opinion française sur une autre matière qui pourrait susciter l'intérêt, la détourner des préoccupations immédiates, quotidiennes, des préoccupations sociales en termes de fiscalité, d'impôts, de logement, d'emploi. Et toujours, on trouvera l'argument immigration. Voilà, justement, je voulais ça, te le... entre autres. Hein, entre Oh, autres. oui. Maintenant, s'agissant de la... Ils ont sous-traité avec TLS. Ça montre que, effectivement, la France est dans la contradiction totale. La contradiction totale, pleinement assumée quelquefois. Membre à part entière du Conseil de sécurité, un pays qui, intérieurement, pour la bonne vitrine, prône les règles de droit et le droit international, et là, ils prennent position en faveur de la solution Proposé par un colonisateur. proposée par un colonisateur. Donc, le double discours, le double langage, double position. Quel crédit, à partir de là, accordera-t-on à un président qui tient un tel discours? À moi, tu veux rajouter quelque chose, Yassine, à propos des relations algéro-françaises, puisqu'on en a abouti? Oui, il n'y a pas d'amélioration. Et ça va de pire en pire. Maintenant, pratiquement, les deux pays, tout est pratiquement gelé. Les accords conclus avec l'État français à travers son ministre des Affaires étrangères, Patoche, il n'y a pas de solution. Parce que on a l'impression de parler à 2 ou 3 France. Exact. Donc on se met d'accord avec une partie, l'autre partie qui n'est pas d'accord, l'autre qui reste
spectatrice. Et il faut se mettre à la place de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous Je pense que, avons je pense en que France, je pense que le président a un petit peu tranché sur cette question lorsqu'il a dit mon seul interlocuteur, ce sera le président. Le message mais est clair. Ghalbou, le problème Macron, Ghalbou, il n'arrive plus à instaurer une discipline gouvernementale chez lui. Quand même, nous avons à peu près 30 000 chefs d'entreprise françaises qui sont d'origine algérienne. هادو ما يخزروش فيهم يعسوا لنا 2 tiktokers. Et on veut bannir tout ça à cause de deux tiktokers. Un peu de considération. Il y a des gens en France qui menacent d'annuler les accords de 68. Écoute, on a battu 2 grands hommes de l'État français après Napoléon. Nous avons battu Charles de Gaulle et on a arraché notre indépendance. Et puis Georges Pompidou, à travers lequel, enfin, pendant sa période, qu'on a nationalisé nos ressources. ماشي يدير هادو دركا اللي يخوفوا الجزائر. Donc, c'est eux qui ont voulu. L'Algérie est dans son droit. La communauté algérienne en France est dans son droit. C'est pas des voyous comme on veut les montrer. C'est des pères de famille, les basbihom, qdarhom et tout. Pourquoi venir les salir pour gagner quelques pourcentages en Popularité. popularité? C'est tout. C'est une démarche qui est fausse et elle va conduire la France vers le mur. Karim, les relations sont c'est le statu quo, depuis notamment le renvoi des 12 agents consulaires et le retour de 12 autres agents algériens. C'est le statu quo. Comment tu vois l'avenir le plus proche des relations algéro-françaises? Difficile à entrevoir. Difficile à entrevoir, du moment que pour analyser un problème, il faudrait préalablement avoir toutes les données objectives. Sauf que à chaque fois, à chaque jour qu'on avance, il y a de nouvelles données qui viennent se greffer à la problématique globale. Donc, difficile d'apprécier jusqu'où ira le problème. Lyon, une lueur d'espoir, un règlement des situations, un engagement de part et d'autre. L'extrême droite. Là, ça prouve encore une fois que l'extrême droite en France, elle est quelque part aux commandes. Elle est quelque part aux Elle a commandes. gagné du terrain. Elle a gagné du terrain, mais via certains compromis engagés avec le président de la République française. Il y a des concessions de sa part. Non, il est fragile parce qu'ils peuvent bien. le censurer. Exact. Ou bien il se fait dépasser. D'accord? Il est Maintenant, fragile. ce qui est sûr dans cette problématique, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Algérie d'hier. Ok? Y compris pour la France. La France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France d'hier. Nous parlons d'une France totalement affaiblie à l'échelle européenne, économiquement et en termes d'influence. Ce n'est plus la France d'avant. Ce n'est pas la France de Chirac et des anciens présidents. L'Algérie, ce n'est pas l'Algérie d'hier, celle qui se soumettait parce que certains dirigeants à l'époque monnaient quelques avantages accordés. Aujourd'hui, c'est une Algérie qui s'est arrachée de cette orientation française en matière économique et commerciale. D'accord? Donc, quand on fait le tableau, qu'est-ce qu'on risque de perdre de ce bras de fer? On ne perd rien, cher ami. Je te souligne qu'on ne perd rien au plan économique. L'Algérie d'aujourd'hui, économiquement parlant, est sur un plan souverain. Parce que notre relation avec la France, elle est extrêmement spéciale et extrêmement sensible. L'Algérie, même si elle ne gagne pas une bataille, elle ne perdra jamais une guerre contre la France. Ça, c'est prouvé. Et toute l'Algérie est engagée dans ce sens. Ce que les Français voulaient jouer au départ, c'était jouer sur la division chez nous. Sauf que c'est l'effet inverse qu'elle provoque.
ce sont On a tous senti plus, par rapport à la France, tous on a les senti Algériens- plus de la tous les versatilité de- Algériens sont unis. Parce qu'il y a un capital qu'aucune science ne peut définir. Un capital humain chez nous, quand il s'agit de la France, c'est toute l'Algérie qui est unie. C'est ainsi, et certains de l'extrême droite française, comme l'ex-ambassadeur, l'ont fortement compris. D'accord? Merci- Donc, l'Algérie merci, est plus Karim. que jamais soudée. Et de l'autre côté, le président français est plus que jamais isolé. Merci Karim, puisque tu as évoqué un petit peu la situation, tu as insinué la situation économique algérienne. Yassine, on s'attend pour cette semaine s'attend au bilan de la Banque d'Algérie sur la santé financière du pays. Selon des échos, les clignotants sont au vert. Non, pas des échos. C'est un papier qui va paraître demain sur les bourses où tout est détaillé pour le mois de janvier, le mois de février 2025. Tous les indicateurs sont verts. La finance algérienne se porte très bien. Les équilibres, les macros sont en faveur de la balance algérienne. Donc, alhamdoulilah, tout va bien. D'ailleurs, on a fait un dossier, tout un dossier. Et justement, pour revenir à ce que disait Karim, il fut un temps où l'Algérie était endettée à hauteur de 32 milliards de dollars, ce qui représentait pratiquement 70% du PIB. Énorme. Et donc, toute cette dette étrangère était détenue par le Club de Paris. Donc, il suffit que... C'est un moyen de pression. Voilà. Maintenant, Paris, maintenant, donc, il n'y a plus aucun moyen Justement, de pression. Justement, Abdelmajid Tebboune Abchar, il a parlé de ça, il a dit que tant que nous n'avons pas de dette auprès d'institutions étrangères financières, nous sommes à l'aise dans la défense de nos positions. Oui, nous avons un excédent de réserve de change. Notre finance, elle est équilibrée. Notre dette, elle est entièrement intérieure. Donc, il n'y a pas à avoir peur pour ça. On est très à l'aise. D'ailleurs, j'ai fait l'historique de toute la dette algérienne, la dette extérieure algérienne depuis pratiquement les années 80. C'est un peu un outil de travail pour les étudiants, pour les chercheurs, parce que c'est pas évident de trouver ces chiffres-là avec exactitude et tout. Donc, je suis revenu sur la dette, les obligations assimilables au trésor. Justement, les OIT. Les OAT en Algérie, par catégorisation, une analyse bien complète de la dette intérieure de l'ANA, qui ne représente que pratiquement 3 à 4% du PIB. Donc on est très loin du risque. Donc aucun pays au monde ne peut menacer l'Algérie. On va pas donner tout le détail, on laisse les gens découvrir le dossier demain sur les bourses. Karim, je ne vais pas te poser la question, par contre, je vais te poser une question pour terminer, puisque vous parlez d'économie, etc., il y a le volet social, etc. Parlez-nous un petit peu de l'importation des moutons. Juste avant l'importation des moutons. Juste avant. Oui. Un petit verre d'eau. Pour ma part, puisqu'on parle de finances, de maîtrise des dépenses et autres, le fait majeur qu'il y a lieu de souligner actuellement, c'est quoi? C'est justement la maîtrise des dépenses à l'importation. Oui. Réduire la facture d'importation, la ramener de 62 milliards de dollars jusqu'à 40 milliards de dollars, tout en maintenant la machine, tout en maintenant les besoins. Okay? C'est ça la plus grande réussite. C'est à peu près 40% d'économies réalisées. Cela veut dire que le pays fonctionnait à une certaine époque
avec 20 milliards de dollars de dépenses superflues, de fuite de capitaux, et ça faisait le bonheur justement d'une certaine France de l'époque. D'accord? Et c'est ça qui a changé économiquement. C'est ça aujourd'hui qui va te permettre d'avoir des positions à l'international, des positions souveraines et assumées. Si tu étais endetté en tant que pays, tu ne pourrais jamais défendre le Sahara occidental, tu ne pourrais jamais pleurer la cause de Gaza et des Palestiniens. Absolument. Merci, Karim. Parce que ça a un prix, ça a un coût à Merci. l'international. Donc, comme dirait l'autre, revenons à nos moutons. Très bien. Ben, les moutons, moi je ne saurais jamais les compter, sauf que Enfin, on les a comptés déjà. حنا مجروحين le consommateur algérien, la population algérienne, مجروحة parce que l'année passée, c'était la catastrophe. Les gens ne pouvaient pas se permettre d'acheter un mouton. Oui. Quelque part, certains barons de la filière ont trahi le peuple algérien et ont trahi, y compris les autorités qui avaient mis en place des politiques de subvention afin de contenir toute flambée. Donc, la fait, le مواطن راح مخدوع والدولة راحت مخدوعة. هذا العام, décision a été prise par le président de la République de démocratiser l'accès aux moutons. Karim, Ça se traduit puisque tu as parlé par de... un prix fraîchement décidé, toujours par le président de la République, de 40 000 dinars le mouton. C'est du jamais vu. C'est un mouton subventionné, qu'on le veuille ou non. Politiquement parlant, c'est subventionné. Économiquement parlant, c'est subventionné. D'accord? Justement, puisque tu as parlé de trahison, juste une question très simple par rapport à ça. Enfin, je ne veux pas dire de trahison, je ne partage pas ce qualificatif. Si. Non, moi, personnellement, je ne parle pas de... L'année passée, moi, en tant que citoyen, Laissez-moi poser ma question. Il y a des gens qui vivent de ça. de Les quoi? Mouali. Ils vivent de ça. De quoi? Oui, الموالين الموالين. ماشي Je parle pas des السماطرية Moual. Je parle des barons de la spéculation. ماشي الموالي تابع Je ليه parle des gens Effectivement. qui ont des fonds non déclarés, des fonds, des milliards non déclarés. هادوك الناس يقابروا المواسم. Ils attendent Effectivement. ce genre D'occasion. Ramadan, l'Aïd et autres. Ils mettent le paquet, l'argent non déclaré, ils mettent le paquet et يعاودوا يشريوا السلعة pour créer une tension, pour faire de la rétention du produit et de la spéculation par la suite. يحكمك au dernier moment. Ce sont ces gens-là, les نقول لك خداعين وخدعونا. ماشي الموال. Le moual, il est recensé officiellement, il est tout autant victime que le consommateur algérien. Parce que tu il est subventionné. Le prix du mouton, il est hors de portée. Pourquoi? Alors que tout est aidé, soutenu, subventionné. Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires, il y a des barons qui détiennent des fonds dangereux et qui spéculent et qui créent la panique, qui créent la pénurie. Ils ont été surpris dans leur calcul par le million de moutons. Merci, Karim. S'il te plaît, on est un petit peu prépare le temps. Yassine, on a importé combien pour le moment? Est-ce qu'à ce rythme, on pourrait importer 1 million de moutons? Est-ce qu'on pourrait les envoyer dans les régions sans oublier ce que j'appellerais une prise en charge, si ces moutons doivent manger. Bon, il y a un calendrier qui a été établi par le groupe Madar, le groupe Agrolog. Quand même, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui sont impliquées. Il y a un calendrier qui est respecté et donc tout va pour le mieux. Les bêtes se portent bien, on n'a pas eu de perte, il n'y a pas eu de maladie, on est نحكي معهم tout le temps. Et donc, il faut dire un mot par rapport à ces cadres-là qui ont conduit cette opération. Il y a des gens ما يحبوش الخير لهاد البلاد. قال لك impossible de ramener 1 million. كون الرئيس قال لهم جيبوا 10 يجيبوهم. خاطرش عندنا رجال في هاد البلاد. Donc, les opérations, tout se passe bien. En principe, à partir du 15, ils vont commencer à distribuer parce que la bête, quand elle arrive, il
faut qu'elle se repose. En mise Bon, en quarantaine aussi. donc on a évité les pays lointains. Il y a des opportunités, mais ramener du Pérou, là, d'un pays lointain, les moutons étaient à bout. Oui. Donc, Il y a un risque de perte aussi. donc l'opération techniquement avance très bien. Il y a un modèle de distribution qui est là établi pour permettre aux Algériens de passer l'Aïd, Farhanin et tout. Et donc, bravo à ces gens-là qui ont dirigé l'opération. Yassine, même la question est destinée aussi à toi, Karim. Une question très simple. Pourquoi la presse ne s'est pas intéressée à cette opération de grande envergure, enfin le détail de l'opération d'importation? Pourquoi notre presse s'est juste intéressée à l'accueil du mouton, sans parler du comment, ni de ces gens qui ont travaillé, Madar, agrologues, etc. Pourquoi? Il faut une certaine spécialisation. كما جا عندنا الوزير في العيد قلت له il faut qu'il y ait une formation. Un journaliste ou les médias, ils sont formés à أدب عربي, عموميات, les techniques de rédaction, mais ça c'est un sujet économique. Exact. Donc il faut des gens qui ont fait de l'économie, يفهموا واش معناتها l'importation, يفهم l'appel d'offres اللي درناه, comment essayer d'obtenir les meilleurs prix. Enfin, même techniquement, importer 1 million de moutons, c'est pas facile aussi. Oui, c'est un débarquement. Hein. Absolument. C'est un débat. C'est un- Enfin, ce que j'ai appelé un débarquement au vin. Je l'ai appelé aussi. Oui, c'est pour organiser tout ça. Yacine, juste un détail, pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'au bout d'un moment, cette opération d'importation de moutons, donc ça a provoqué de sarcasme des gens. Ça veut dire, Je crois qu'il y a, n'oublie pas, il y a la portée psychologique de l'annonce. Quand le président de la République a annoncé la décision de 1 million de moutons, déjà tu provoques sur le marché une baisse des prix. infection. D'accord? De fait. C'est comme ça, même dans toutes les bourses du monde, une information peut influer sur le marché, Absolument. sur les cours. D'accord? Donc l'effet psychologique attendu c'est traduit sur le terrain par une baisse des prix. D'accord? Il y a eu une panique chez les spéculateurs. Maintenant, pourquoi les chaînes de télé, quoique moi, ça m'a quelque peu gêné, embarrassé. Toutes les chaînes, pratiquement, les médias se sont focalisés sur l'arrivée des moutons au niveau des ports. On a voulu en faire justement une question psychologique pour agir sur le marché, pour agir sur ceux qui essayaient de dire que ce serait impossible d'avoir tant de moutons qui viendraient. Ça, c'est pour maintenir, leur but c'était de maintenir des prix élevés. Maintenant, comme les chaînes et les journalistes ont montré des images authentiques, ça a provoqué sur le marché une baisse des prix. On a contenu la flambée, d'accord? Donc, quel que soit X, c'est l'action psychologique qui a joué et qui jouera encore. Et je crois que cette mesure, elle est exceptionnelle pour cette année. Elle est exceptionnelle. Elle a d'autres messages, elle a d'autres dimensions, et tu m'auras compris. Bien sûr. D'accord? Et si tu voulais dire- Au bénéfice de l'Algérien. hein. شوف au plan technique انا بيرسونيلمون نعرفهم كاع هادو المؤسسات اللي جابوا الخرفان pour ce qui est Frigomédite, Alviar, tout le groupe agrologue est rompu à ce genre d'opération. Du coup, Khaïf Menhom, c'est AgriFood, c'est une filiale du groupe Madar. Hadou Jded, n'ont pas assez pas rodés, d'expérience, mais ils se sont basés sur l'expérience de leurs aînés, parce que c'est une nouvelle filiale qui n'a pas assez d'expérience. Ils sont adossés à l'expérience du groupe agrologue et ils ont réussi. Alhamdoulilah, tout est planifié. Chaque bateau, on sait quand est-ce qu'il va atterrir
à Amsterdam ou aller décharger dans un port ailleurs à l'est, à Naba et tout. Tout est bien planifié. Même les aires de stockage, les camions pour les transporter. Donc, هاد الناس اللي راهم يقول لك ما يقدروش وما ناش عارفين. Non. Alors, pour vous montrer, pour faciliter, l'État a dégagé les TPE. Il y a un accord entre Algérie Post, la Banque El Badr, qui a été excellente dans la gestion. الواحد يروح يخلص بلا كارت ذهبية تاعو ولا بلا كارت CIB. خلاص خطينا من عقلية الشكارة. خلاص, déjà, aller acheter un mouton avec la carte CIB, c'est une première en Algérie. Moi, je ne dois pas. C'est une première parce que c'est des entreprises étatiques, tout est bien calculé. Déjà, le changement de mentalité. L'Algérien, اليوم يبدا يشري الخروف نتاعو avec la carte CIB ou la Dahabia, c'est déjà une évolution dans la mentalité. Et dans un marché, c'est d'abord la confiance. الناس ارتاحوا وعلى بالهم باللي كاين الخروف. دونك شكون اللي طفرت فيهم؟ لي سبيكولاتور هذاك شراو هما 8 à 9 دركا يبيع به ب6 والناس يقولوا تاكلوا خضر. دونك سيتي سا مون ميساج. Merci Yassine. نعيدوا بالصحة لهنا إن شاء الله. On va certainement revenir sur le sujet dans nos prochaines éditions. Donc c'est la fin de notre émission. Merci à vous deux de nous avoir donné ces explications. Merci à celles et à ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous.